Valhalla était l'une des 3 institutions de chasseurs les plus prestigieuses au monde. Chaque année, d'innombrables guerriers tentaient de gagner une place, espérant porter le poids de son nom prestigieux. Un seul sur 500 parvenait à réussir les épreuves d'entrée, et parmi ceux-là, à peine 150 en sortaient diplômés. La compétition était sur le point de commencer. 2 garçons s'affrontaient dans un combat acharné dans un coin. Derrière des portes closes, les autres continuaient à s'entraîner au combat. D'un point de vue plus élevé, un homme aux cheveux gris observait calmement. Il était l'instructeur principal de combat, Lee Sang-keol. Les candidats de cette année l'impressionnaient énormément. Soudain, le directeur, Y-ko Min-joon, descendit sur le terrain. Descendant fier de la famille Y-ko, il échangea quelques mots avec Sang-keol, qui remarqua qu'il était courant de voir des candidats de haut rang et taquina le directeur en disant qu'il devait être venu pour assister à l'épreuve de sa nièce. Y-ko Min-joon répondit que sa famille avait de grands espoirs pour Soyeon. La mention de son nom fit hésiter Sang-keol. Elle appartenait à l'une des 5 familles les plus puissantes de Corée. Normalement, les enfants apprenaient à sentir le mana vers l'âge de 10 ans, puis à 13 ans pouvaient le canaliser dans des armes. À 16 ans, quiconque duellant contre un membre de la famille Yushin était sûr de perdre. Curieux, Sang-keol demanda ce qui rendait cette fille différente. Min-joon expliqua que la famille Yushin pouvait en fait communiquer avec leur gardien de constellation, une capacité presque semblable à la formation d'un contrat direct. C'était un don au-delà des bénédictions ordinaires, une connexion rare avec des êtres divins. En Corée, 5 grandes familles étaient liées à de puissants gardiens. Le clan Yushin était lié au dieu de l'épée, célèbre pour sa maîtrise inégalée des lames. La famille Jansan suivait l'esprit divin, un être de sagesse et de protection. La famille Hwajin était guidée par la divinité des arts martiaux, symbole de force et de discipline. La famille Osin vénérait le dieu de la flamme, maître du feu destructeur. La famille Dojin était connectée à l'archer divin, renommé pour sa précision mortelle et son habileté. Les chasseurs de ces clans portaient des bénédictions bien plus puissantes que les autres. Pourtant, une vraie communication avec le gardien élevait quelqu'un au rang de génie. Sang-keol admit qu'ils étaient témoins d'un talent extraordinaire. Joon demanda si le duel de sa nièce avait commencé, mais on lui répondit qu'il débuterait dans une demi-minute. Dans l'arène, les journalistes et les éclaireurs de guilde remplissaient les gradins, attendant. À la demande malicieuse de Joon, l'image de Soyeon apparut sur le grand écran. Elle était la fille aînée de la famille Yushin. En face d'elle se tenait Kim Joo-yuk, un jeune homme de 17 ans à l'air insouciant et ordinaire. L'instructeur ne percevait aucune énergie inhabituelle chez lui, contrairement à son adversaire qui débordait de talent. Le compte à rebours commença. Les yeux de Soyeon brûlaient de concentration. Le garçon resta calme, même jusqu'à la toute dernière seconde. Au signal, elle se précipita en avant, sa massive épée étincelante. Ses frappes démontraient à la fois une technique ferme et un contrôle parfait du mana. Mais alors que sa lame fendait l'air, Kim Joo-yuk esquissa seulement un léger sourire, esquivant avec aisance. Des murmures de surprise éclatèrent lorsque la jeune fille tomba, vaincue. Les spectateurs chuchotaient, choqués. Comment un descendant de la famille Yushin pouvait-il perdre si facilement? Juak lui-même semblait perplexe, se demandant pourquoi elle était si faible. Au loin, 3 siècles plus tôt, la tour de la destruction se dressait. Là, le chef martial Kim Yin-ho avait autrefois combattu le roi de la destruction, Brass. Le combat faillit le détruire, pourtant il en sortit vainqueur. Alors que la tour s'effondrait, il gémit de désespoir, réalisant que la paix dont il avait rêvé ne viendrait jamais. Saignant et seul, il fit ses adieux au monde. Mais le destin intervint. Ses yeux se rouvrirent. Il avait été réincarné dans le corps d'un jeune homme frêle nommé Kim Joo-yuk, 300 ans après la chute de la tour. Bien que son nouveau corps fût faible, son expérience et ses connaissances demeuraient intactes. Il prévoyait de vivre tranquillement cette fois, jusqu'à ce qu'un panneau lumineux apparaisse, déclarant qu'en 5 ans la tour de la destruction reviendrait. Il maudit, regrettant de ne pas avoir détruit le corps de Brass. Pourtant, il décida de se préparer, déterminé non seulement à survivre, mais à vivre pleinement. Le panneau le guida vers les salles souterraines de Valhalla, où des armes perdues et des souvenirs pouvaient être retrouvés. Le 4e jour à Valhalla, les 10 premières places seraient décidées. Joo-yuk rejoignit les autres dans le stade, l'excitation vibrante dans la foule. D'en haut, Sang-keol observait avec intérêt le nouveau candidat. L'adversaire de Joo-yuk se tenait prêt, un garçon à larges épaules, âgé de 17 ans, fils aîné de la famille Osin. Bien qu'il manquât de stratégie et d'habileté martiale, il possédait un corps naturellement doué, assez puissant pour être qualifié de génie sans effort. Ce garçon, Oh-se-yuk, regardait Joo-yuk avec des yeux enflammés, débordant de colère. Il comptait uniquement sur sa force immense, croyant qu'elle suffisait à écraser n'importe qui. Joo-yuk répondit par une moquerie, ce qui irrita encore davantage Se-yuk. Confiant en son physique, Se-yuk chargea en lançant un coup de poing puissant. Joo-yuk savait que son corps actuel ne pouvait pas supporter la force du combat rapproché, mais il savait aussi ce que Se-yuk ignorait.
Avec une technique martiale aiguisée et une observation fine, il se déroba, portant une frappe parfaitement synchronisée. Sa gifle projeta Seiyuk au sol, sonné et saignant. La foule éclata d'incrédulité. Il ne comprenait pas comment un coup si simple avait pu vaincre l'héritier des Hauts-Saints. Le père de Seiyuk, Shulshin, le roi des poings, observait dans un silence grave. Pour lui, il n'y avait rien de simple dans cette attaque. Son fils, malgré sa concentration exclusive sur la force brute, n'aurait jamais dû être frappé aussi nettement. Il analysait leur duel. Jouyuk inclina légèrement la tête, faisant échouer le coup puissant. À cet instant, il contre-attaqua avec une rapidité et une précision qui démontraient sa maîtrise. Même Shulshin, un vétéran, comprit que ce jeune homme avait préparé chaque étape du combat. Shulshin se tut, mais dans son cœur, il résolut que le garçon rejoindrait sa famille à tout prix. D'autres commencèrent aussi à reconnaître la valeur extraordinaire de Jouyuk. Les projecteurs du stade s'allumèrent alors que le match suivant était annoncé. C'était le duel final classé. Jouyuk affrontait Choyarin, la deuxième fille de la famille Chouajin. Les fans acclamaient avec ferveur, beaucoup l'appelant Nona, avec admiration malgré son jeune âge. Au début du combat, elle dégaina son épée aussitôt. Des éclairs dansaient le long de la lame, preuve qu'elle maîtrisait déjà la technique élémentaire de sa famille à seulement 17 ans. Elle chargea avec une détermination féroce. Jouyuk resta calme, les mains dans les poches, les yeux perçants. Il la laissa attaquer en premier, puis disparut de sa vue. Un battement de cœur plus tard, il se tenait à ses côtés, remarquant que son regard trahissait ses coups. Elle ne put réagir avant que son coup ne touche. À son crédit, elle parvint à bloquer avec son épée, bien que l'impact la fit chanceler. Impressionné, Jouyuk comprit qu'elle avait empêché une blessure qui aurait pu être dévastatrice. Mais il ne s'arrêta pas. D'un autre coup, il l'envoya voler. Elle était étendue au sol, incapable de se relever. Le panneau s'alluma, affichant les 10 premiers participants de Valhalla. Au sommet se tenait Kim Jouyuk. Alors qu'il quittait l'arène, des voix tourbillonnaient autour de lui. Des dizaines le suppliaient de les rejoindre, appelant son attention. Agacé, il leur cria de se taire. Ainsi commença véritablement son nouveau chemin à Valhalla. La nouvelle s'est répandue rapidement, les gros titres déclarant que Kim Jouyuk était au bord de la folie et le qualifiant de psychopathe dérangé. 92 commentaires ont envahi la page, condamnant son arrogance et son comportement imprudent. Pour un débutant, beaucoup soutenaient qu'il était beaucoup trop fier et insolent. Alors que cette tempête de critiques faisait rage à l'extérieur, les vastes halls de Valhalla accueillaient chaleureusement les nouveaux étudiants. Pour Jouyuk, cependant, les explications interminables sur l'histoire de l'académie lui semblaient ennuyeuses et inutiles. Il devenait agité, surtout parce que le panneau lumineux d'avant continuait de lui trotter dans la tête. Il avait parlé d'armes et de souvenirs enfouis profondément sous terre, et cette mission non résolue pesait lourdement sur lui. Il remarqua que ceux qui l'entouraient évitaient de croiser son regard. Jouyuk supposa que sa démonstration de la veille avait déjà attiré suffisamment d'attention pour déranger les autres. Pourtant, sa seule préoccupation était de glisser dans la salle des constellations et de récupérer ce dont il avait besoin. Rien de plus. La cérémonie d'ouverture se termina bientôt, et les étudiants se rassemblèrent près de la chambre de simulation de combat virtuel. Kim Ligoon, ancien chef instructeur de Valhalla et désormais représentant de la guilde Trojan, présidait le groupe et fronçait les sourcils devant les affectations de classe. Parmi les recrues se trouvaient Soyon de la famille YO, Arin du clan Trojan, et Seiyuk du groupe Hauts-Saints, 3 des 5 héritiers familiaux, tous placés dans la même classe. Et puis il y avait Jouyuk. Cette disposition le perturbait. Il se ressaisit rapidement, fit un pas en avant et se présenta comme leur instructeur. Avec une autorité calme, il appuya sur un bouton du podium. En un instant, tout le groupe fut transporté dans une vaste plaine ouverte. La panique se répandit alors qu'ils réalisaient à quel point l'environnement avait changé subitement. Devant eux, des figures démoniaques grotesques apparurent, gobelins, orques et autres monstres. Leurs visages grimaçants et leurs armes rudimentaires inspirèrent la peur aux jeunes recrues. Des cris emplirent l'air alors que les créatures se précipitaient en avant. Heureusement, une barrière protectrice les tenait à distance. Ligoon, tenant la garde de son épée, confirma que les mesures de sécurité fonctionnaient comme prévu. Il appela ensuite Jouyuk à s'avancer. Le regard plissé, l'instructeur demanda s'il pouvait vaincre tous les monstres seul. Jouyuk resta silencieux, réfléchissant. Convaincu que le garçon bluffait, l'instructeur le pressa d'admettre sa défaite pour poursuivre la leçon. Pourtant, Jouyuk se contenta de sourire en coin, ce qui exaspéra l'homme. Estimant que le garçon était d'une arrogance sans borne, Ligoon le défia ouvertement. Jouyuk insista alors calmement pour qu'aucun ne tente une telle épreuve sans récompense. Amusé par ce raisonnement, l'instructeur acquiesça et demanda ce qu'il désirait. Le jeune répondit que s'il réussissait, l'instructeur devrait exaucer tout souhait à sa portée. Après une brève hésitation, le marché fut conclu. Jouyuk demanda une arme, car il ne combattrait pas à main nue. Ligoon dégaina son épée,
bien qu'elle ne fût qu'une lame simple et presque inutile, puis la lui remit. Les yeux du garçon brillèrent alors qu'il la sanglait dans son dos, prêt pour l'épreuve à venir. Tout autour, les autres recrues se penchaient en avant, curieuses et nerveuses, tandis que Jouyuk serrait fermement l'épée. Sans peur, il chargea la nuée, abattant les monstres un par un avec une précision féroce. La bataille faisait rage avec une fureur implacable. Jouyuk bougeait rapidement. Ses coups étaient aiguisés et décisifs. Lorsqu'une créature tenta de l'attaquer par derrière, il se retourna avec un timing parfait, bloquant le coup sans hésitation. Cela faisait 3 siècles depuis son dernier combat, pourtant l'épée lui paraissait toujours naturelle en main. À l'époque, durant l'ère des monstres sans fin, les humains avaient forgé toutes sortes d'armes imaginables pour survivre. Pourtant, pour lui, rien ne valait jamais l'épée. Son poids, son équilibre, son rythme, tout lui revenait sans effort. Il remarqua bientôt un schéma. Les monstres attaquaient avec une répétition maladroite, leurs mouvements étant trop prévisibles. Ce n'était pas un véritable champ de bataille, mais une simulation soigneusement programmée. Malgré cela, sa maîtrise brillait. À l'intérieur de la capsule, ses camarades le regardaient avec admiration. Li Gun se sentit mal à l'aise. L'épée qu'il avait prêtée était sans valeur, dépourvue d'enchantement ou de propriété spéciale. Pourtant Jouyuk tailladait la horde comme si la lame elle-même dévorait l'ennemi. L'instructeur avait du mal à croire ce qu'il voyait. Soyon, debout silencieusement derrière la barrière, regardait avec une stupéfaction tranquille. Elle ne disait rien, mais ses grands yeux trahissaient son étonnement. Jouyuk termina le combat sans perdre le rythme. Lorsque le dernier monstre tomba, il exigea sa récompense. Il voulait avoir accès à la salle des constellations. L'instructeur serra la mâchoire de frustration, mais ne put refuser le marché. Le soleil se couchait derrière les tours de l'académie. Il renvoya les étudiants épuisés en leur conseillant de se reposer. Plus tard, Jouyuk s'affala dans sa chaise, désintéressé par des leçons qui s'éternisaient. Il rassembla ce qui semblait à peine utile, des détails sur les constellations. Dans sa vie antérieure, on ne parlait jamais de telles créatures. Ici, le terme désignait des humains puissants qui, après avoir acquis une grande renommée, étaient devenus des divinités, souvent liées aux chasseurs. Valhalla, la 3e plus grande académie du monde, était remplie de reliques de ses pouvoirs issus des étoiles. L'escrime et le massacre de monstres semblaient être des distractions. Ce qui comptait, c'était de renforcer son corps fragile par un entraînement martial. Avec cette pensée, il quitta la salle de classe, pour remarquer une fille aux cheveux pâles qui s'approchait silencieusement par derrière. Ailleurs, dans le bureau du professeur, la conversation se tourna vers les événements de la journée. Un collègue remarqua que Li Gun avait traversé une épreuve difficile. L'homme admit que c'était plus humiliant que douloureux, avouant qu'il se demandait si Jouyuk était vraiment juste un étudiant. La nouvelle s'était déjà répandue. Il avait vaincu 120 monstres dans la simulation malgré le fait de n'en avoir jamais rencontré en réalité. Lee Sang-keol, l'instructeur principal, confirma cette histoire. Bien que Jouyuk ait l'air ordinaire, son passé laissait entrevoir quelque chose de plus. Li Gun ajouta que le garçon était un orphelin issu d'un petit refuge dans un quartier dangereux. Sang-keol l'avait vérifié lui-même. Un tel enfant n'oserait jamais risquer d'être découvert en falsifiant son entrée à Valhalla. L'instructeur principal demanda si le garçon avait demandé l'accès à la salle des constellations. Li Gun le confirma, et Sang-keol promit l'accès au premier sous-sol, selon les directives de la direction de l'académie. L'instructeur était reconnaissant, bien qu'il admît son malaise. Gérer 3 héritiers des 5 familles dans une seule classe était déjà un fardeau, et voilà que ce garçon étrange s'ajoutait à la situation. Sang-keol mentionna qu'une autre classe comptait même un étudiant d'échange de la famille Ventrique, un garçon expulsé de l'académie britannique pour avoir semé le chaos. Comparé à cela, les préoccupations de Li Gun semblaient plus légères, bien que pas de beaucoup. Pendant ce temps, Jouyuk se tourna vers la fille aux cheveux blancs, qui s'était enfin approchée. Elle le fixa intensément, et quand il lui demanda ce qu'elle voulait, elle demanda calmement qu'il lui enseigne ses techniques d'épée. Il ne comprenait pas la raison de sa persistance. La fille aux cheveux pâles était désireuse d'apprendre le maniement de l'épée qu'il avait démontré. Mais il refusa. Quand elle l'a interrogé, il a expliqué qu'il ne voulait tout simplement pas enseigner. N'ayant rien de plus à dire, il s'est tourné pour partir. Elle croisa son regard et supplia de nouveau. Il répéta qu'il n'avait pas l'intention de l'instruire, lui ordonna de cesser de le suivre, puis s'éloigna. Elle resta là où elle était, semblant doucement déçue. Le lendemain, dans les immenses salles de Valhalla, il était assis dans sa classe, pensif et immobile. En observant ses mains, il réalisa que son corps était plus fort qu'il ne l'avait supposé, mais que son contrôle du mana restait faible et qu'il manquait de puissance magique. Il décida que cela pouvait être corrigé s'il trouvait ce qu'il cherchait, et il prépara un sort de bas niveau en guise de première étape. Un blond prétentieux s'approcha de son bureau. C'était Rogdil Ventrique, accompagné de son assistante, Yuria de Félix. Le nouveau venu se présenta avec un orgueil hautain et demanda au garçon s'il voulait devenir fort.
Il l'invita à rejoindre la branche principale des Ventriques. La plupart des clans privilégiaient la lignée directe plutôt que les affiliés, mais les Ventriques étaient particuliers. Leur gardien de constellation, appelé le Masque de la Bête, rendait l'organisation redoutable en Europe. Au lieu de recruter un seul guerrier lié à une étoile de la manière habituelle, la famille préférait des accords avec des individus non affiliés pour éviter des obligations contraignantes. Grâce à cette méthode, leur influence avait énormément grandi, et l'héritier devant lui était devenu insupportablement arrogant. Peu de temps auparavant, un incident à l'Académie britannique avait conduit cet héritier à être expulsé, bien qu'il ait affirmé que de tels revers étaient temporaires pour quelqu'un de sa maison. À présent, sentant l'opportunité, il tenta de recruter le centre d'attention d'hier, promettant un chemin vers la constellation familiale si l'offre était acceptée. Le garçon déclina sans cérémonie. Le prétendant se figea, ne sachant comment répondre. Son assistant regardait, incrédule. La colère suivit. L'orphelin, cependant, comprenait que cette approche avait été plus une performance qu'un intérêt sincère. L'héritier repoussé cracha une insulte. Une autorité arriva et ordonna à tous de retourner à leur place, s'adressant au fauteur de troubles par son nom complet. C'était le professeur principal, Lysankhéol, qui leur rappela à tous que Valhalla avait des règles et que ce n'était pas une académie privée. Grinçant des dents, l'étudiant étranger se retira avec son assistant, marmonnant qu'il se reverrait. L'auditeur aux yeux rouges observait en silence. Lorsque les cours furent terminés, il réfléchit au fait qu'aucune information utile sur la salle de la constellation n'était apparue, et qu'il avait simplement perdu son temps ce matin-là avec un imbécile. Les éclaireurs, étudiants et instructeurs tournaient encore comme des faucons, désireux de le recruter malgré son mépris pour leurs offres. Puis la fille tenace réapparut et répéta sa demande d'apprendre l'escrime, ce qui lui indiqua que le refus d'hier ne l'avait pas découragé. Ailleurs, dans la plus haute salle du dortoir, une crise secoua Cristal et Laiton. L'héritier arrogant fulminait, brisant des lustres et maudissant l'orpheline qu'il avait humiliée. Il ordonna à Yuria de contacter Dizra pour s'occuper d'une certaine personne et de convoquer un étudiant en 2e année de la famille Rise. Elle obéit aussitôt. La fureur ne diminua pas. Le jeune seigneur appela de nouveau son assistante, la tira par les cheveux et exigea une réponse. Il se moqua de ses origines et menaça de la renvoyer du groupe, la contraignant à une supplique effrayée. Il la jeta au sol et répéta ses ordres. Appelle Dizra et informe l'étudiant de 2e année de la famille Rise qu'il voulait une rencontre. La blanc tremblante acquiesca. Pendant ce temps, dans une pièce calme du dortoir, l'étudiant aux yeux rouges méditait. Une lumière bleu pâle s'échappait de son corps, tandis qu'il essayait de puiser de la magie. Une quinte de toux brisa sa concentration et de la fumée s'échappa de ses lèvres. Son corps était encore faible. Invoquer de la puissance à travers lui était presque impossible. Il tomba dans le silence et repensa à l'après-midi. La jeune fille déterminée l'avait suivi jusqu'à la porte du dortoir et avait pressé sa demande de nouveau, se répétant jusqu'à devenir insupportable. Il fixa un prix, 10 millions de won par leçon, en supposant que cela mettrait fin à l'affaire. Elle avait l'air abattue, et il se prépara à partir, certain qu'elle ne pourrait pas se le permettre. Puis elle demanda son téléphone. Intrigué, il le lui remit. Elle sauvegarda son numéro et dit qu'un virement serait plus simple ainsi. Une notification arriva presque immédiatement. 100 millions de won avaient été déposés. Elle s'attendait à des leçons, de vraies techniques, pas des gestes vides. Il a dit qu'il refuserait et rendrait l'argent, mais cette somme lui est restée en tête par la suite. Pour un lycéen, c'était une somme étonnante. S'il devenait l'enseignant, il n'aurait pas besoin de révéler tous les secrets. Les fonds couvriraient ce dont il avait besoin. Décidé, il s'est levé pour la mission qu'il avait trop longtemps retardée. Trouver le coffre caché. La nuit tombait sur les sentiers de la montagne. Il avançait à travers la dense végétation, se rappelant que la plupart des caches enterrées 3 siècles plus tôt avaient été détruites. D'après son compte, peut-être 4 subsistaient, et probablement seulement 3. Elles seraient quelque part dans la chaîne de Valhalla. Il chercherait jusqu'à en trouver une. Il rassembla le mince mana qu'il pouvait mobiliser. Le marbre qu'il avait utilisé autrefois comme localisateur lui répondrait encore, même avec peu de pouvoir. Un cercle bleu brillait sous ses pieds. Il avait une piste. Il s'agenouilla au niveau de la marque lumineuse et commença à creuser avec une pelle en fer, maudissant la faiblesse de ses membres. S'il avait su qu'il serait si fragile, il l'aurait enterré moins profondément. Si la tour de la destruction n'avait pas déchiré le monde il y a 300 ans, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Avec le monde s'effondrant, aucun endroit n'était sûr pour sa richesse. Alors il avait construit des coffres et les avait remplis de ce qui comptait, confiant le temps pour les protéger. L'aube effleura les hauts bâtiments de Valhalla lorsque sa pelle heurta du métal. Il avait trouvé le coffre. La serrure était inconnue des clés ordinaires, mais il forma un fil de magie en une clé de protection spéciale et la glissa doucement en place. Le mécanisme céda avec un léger clic. Il se raidit, tira la porte, puis entra. Il se tenait silencieux devant la montagne d'or, l'air pensif.
Maintenant que la richesse n'était plus une préoccupation, il pouvait se concentrer sur son véritable objectif. Puis quelque chose attira son regard. Les pierres de stockage brillaient faiblement sur les étagères. Il y a bien longtemps, il y avait imprégné sa propre magie pour préserver les coffres, et le moment de les utiliser était enfin arrivé. Il en prit une, qui pulsa d'une lumière bleue éclatante. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Les pierres de stockage débordaient d'énergie lorsqu'on les activait. Satisfait, il arrêta l'extraction et décida de sécuriser d'abord les trésors plus légers, tels que les bijoux, avant de transporter les lingots d'or plus lourds. Le lendemain, la lumière du soleil inondait les grandes salles de Valhalla. Il s'assit affaissé dans son fauteuil, à nouveau comme un corps sans vie. Il se moquait intérieurement de lui-même, pensant qu'il devait être maudit de songer à construire plus de coffres, alors que ses muscles lui faisaient encore mal après un peu de creusage. Puis la jeune fille persistante réapparut devant lui demandant de lui enseigner l'art de l'épée. Il était clair qu'elle n'avait aucune intention d'abandonner. Il l'observa et lui demanda pourquoi elle insistait pour apprendre avec lui, alors qu'elle appartenait à un clan réputé pour ses lames. Elle expliqua que même au sein de sa famille, elle n'avait jamais vu personne manier une épée comme lui. Il ne s'est pas attardé sur son père, chef du clan troyen, bien que son habileté à l'épée surpassât de loin la sienne. Alors qu'elle s'apprêtait à en parler, l'instructeur l'a appelé dans la salle des professeurs. Curieux, il partit immédiatement, laissant la jeune fille debout avec un air déçu. Avant de partir cependant, il lui dit de le retrouver le lendemain matin à 6 heures sur le terrain d'entraînement si elle voulait vraiment cette opportunité. Elle fut surprise mais accepta rapidement. Dans la salle, l'instructeur ne perdit pas de temps. Il expliqua que l'autorisation avait été accordée pour accéder au bâtiment de la constellation, mais uniquement jusqu'au premier sous-sol. Descendre plus bas était strictement interdit. Le garçon demanda quand il pourrait entrer et on lui dit qu'il pourrait le faire dès cette nuit. Sans hésiter, il accepta. Son calme surprit l'instructeur, qui s'attendait à des plaintes. La nuit tomba, et bientôt il se retrouva devant la salle de la constellation elle-même. Le plus grand trésor de l'académie se trouvait à l'intérieur. 2 gardes en uniforme noir flanquaient l'entrée, l'un parlant dans une radio. La sécurité ici était encore plus stricte qu'à la porte principale. Des murs renforcés par d'innombrables couches d'enchantement entouraient toute la structure, à l'exception de l'unique entrée. Il se demanda à voix haute si les étages inférieurs étaient accessibles et si descendre serait considéré comme un crime. L'instructeur répondit calmement que cela ne ferait pas de lui un criminel, mais qu'il serait expulsé. Et avant cela, la folie le prendrait. Le second sous-sol, expliqua-t-il, débordait d'une puissance brute de constellation. Tout esprit non protégé qui y toucherait se briserait. Le garçon comprit rapidement. L'instructeur, cependant, se demanda pourquoi il avait posé une telle question. Mais il écartait cette pensée, raisonnant que la meilleure recrue de l'académie ne jetterait jamais tout cela. Il lui rappela qu'il n'avait que 30 minutes à l'intérieur. Le garçon acquiesça et entra. Le panneau familier apparut aussitôt, répétant ses instructions précédentes. Il ignora les avertissements, car il était venu à Valhalla uniquement pour cela. Ses pas le menèrent plus profondément, au-delà d'escaliers sans fin, jusqu'à ce que les alentours ressemblent à une vaste prison. Confus, il se demanda si le premier sous-sol était vraiment si important. Le panneau s'illumina de nouveau, déclarant que les conditions avaient été remplies. Il était en train d'être transporté ailleurs. Son corps se dissout en lumière. Lorsque sa vision s'éclaircit, quelqu'un se tenait devant lui. C'était Brass, l'ennemi qu'il avait autrefois vaincu. Un choc le traversa, mais avant que la silhouette puisse dire plus de quelques mots, son poing s'écrasa sur ce visage maudit. Brass tenta de le calmer, demandant à parler. Mais la seule réponse qu'il reçut fut un autre coup de poing. Le garçon ne s'intéressait pas aux mots, seulement à la vengeance. L'ancien ennemi s'effondra, affaibli et impuissant, tandis que son assaillant continuait, ses poings tombant avec fureur. Il s'admit à lui-même qu'il n'était pas un bagarreur, mais ceci était différent. Cet homme lui avait volé son avenir, sa richesse, son honneur, et les années qu'il avait investies dans ses disciples. Pour cela seul, les poings suffiraient. Enfin, Brass, toussant, demanda si son agresseur n'était pas curieux de l'endroit où il se trouvait. Le garçon admit qu'il était. Rien ne semblait inhabituel, et il voulait des réponses. Brass expliqua qu'il s'agissait d'un espace imaginaire à l'intérieur d'une relique, pas du monde réel. Son propre corps était périmé 300 ans plus tôt, et son existence n'avait perduré qu'à travers le pouvoir de la relique. La révélation laissa son adversaire stupéfait. Puis Brass esquissa un sourire rusé et affirma être devenu une constellation. La rage brûlait plus fort, et un autre coup fracassa son visage. Dehors, le temps s'écoulait différemment. À l'entrée, l'instructeur attendait, ignorant ce qui se déroulait à l'intérieur. Bientôt, le garçon réapparut, fouillé par les gardes. Lorsqu'on lui demanda s'il avait fait quelque chose de suspect, il répondit calmement qu'il s'était seulement promené et n'était pas allé plus loin, ne souhaitant pas perdre la tête. L'instructeur le congédia avec l'instruction de retourner à son dortoir, ce qu'il fit. Sur le chemin du retour,
il rumina sur la réunion. L'ascension de Brass vers la constellation ne signifiait rien pour lui. Ce qui comptait, c'étaient les notifications, les étranges panneaux transparents. Lorsqu'il avait demandé, Brass avait prétendu ignorer, et pour cela, il avait de nouveau été frappé. Enfin, plus de détails avaient émergé. Après avoir été tué, Brass avait été piégé dans la relique pendant 3 siècles, impuissant. Il révéla qu'il avait lui aussi reçu des notifications. Ses ordres étaient de contacter le guerrier réincarné et de lui rendre ses souvenirs. Cette confession suscita de nouvelles suspicions. Pourquoi était-il devenu maître de la tour de la destruction? Le garçon écoutait, troublé. Brass admit que des fragments de sa mémoire manquaient, et qu'il ne reviendrait peut-être que tous en même temps. Il demanda à son tour ce que disaient les messages de l'autre. Le réincarné répondit qu'on lui ordonnait de récupérer une arme et des souvenirs, bien qu'une partie du message fût obscurcie par des symboles étranges. Il insista sur le fait qu'il se souvenait clairement de la tour et n'avait rien perdu. Brass suggéra que peut-être tout n'était pas encore revenu, et que le reste viendrait avec le temps. Le garçon le pressa à propos de l'arme. Brass expliqua que cet espace imaginaire était lié aux 4 épées du village, relique sacrée d'une puissance immense. Il était devenu une constellation parce qu'il avait manié l'une d'elles. La rage s'enflamma de nouveau à cette pensée, et son ennemi fut à nouveau marqué comme un être maudit. De retour au présent, il serra une épée magique bleue et réfléchit à la façon dont l'une des lames de son village était devenue une relique et avait engendré une constellation. La confusion l'envahissait, mais la nouvelle mission du panneau était claire. L'arme était essentielle. Soudain, un groupe d'élèves plus âgés apparut, exigeant son identification. À leur tête se tenait le fils aîné de la famille Sunrise, qui se vantait que les terminales étaient en voyage et que les premières années devaient montrer du respect. Il ricana face au silence et au manque de courtoisie du garçon. Un autre s'avança, disant qu'il voulait tester le nouvel arrivant, et reçut la permission. Le challenger s'approcha en se pavanant, prêt à provoquer. Avant qu'il ne puisse finir, un coup de pied s'écrasa contre sa poitrine, le faisant tomber à terre. Le jeune aux yeux rouges ordonna aux autres d'arrêter de perdre du temps en bavardage et d'attaquer tous en même temps s'ils osaient. Le fanfaron aux cheveux courts se plia en deux, gémissant du coup de pied qu'il avait reçu. Le jeune aux yeux rouges bondit en avant et porta une autre frappe précise au visage du vantard. Le corps s'envola en arrière, glissa sur le sol, et ne s'arrêta que lorsqu'il heurta un mur avec un lourd bruit sourd. Le spectateur blond regarda, les yeux grands ouverts, décidant que cet adversaire devait être imprudent ou fou. Un battement de cœur plus tôt, le nouvel arrivant était désarmé. Maintenant, une épée était prête dans sa main. Il remarqua, presque pour lui-même, que cette prise parfaite était merveilleuse, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Puis il ordonna aux autres d'arrêter d'hésiter et de venir à lui ou d'être écrasés. Quelques heures plus tôt, Rogdil Ventric avait confié une tâche simple au blond. Il devait s'occuper d'un seul débutant faible, et une récompense favorable à la famille Sunrise suivrait immédiatement. Le nom et la classe de la cible furent fournis, et le mercenaire fut informé que les armes étaient acceptables puisque tout désordre serait effacé ensuite. Le blond accepta sans délai, claquant la porte en partant. Il considérait que la première place au classement d'entrée était insignifiante. Un novice ne pouvait pas rivaliser avec un étudiant de 2e année. Au sein de l'académie, l'écart entre les années était réel. Pendant le second semestre, les premières années devaient entrer dans la salle des constellations pour conclure un contrat. Ce n'est qu'alors qu'ils avançaient. Les contractants pouvaient faire appel au pouvoir des étoiles, et dans l'esprit du blond, le nouveau venu n'avait pas de gardien actif, ce qui signifiait une victoire facile. C'était sa conviction, jusqu'à ce que l'acier commence à bouger. De retour dans le présent, l'épée scintilla à nouveau et un autre seigneur tomba. L'un d'eux bondit avec un petit couteau rouge sang, en maugréant des malédictions. Mais la lame du rookie arriva la première et abattit l'attaque sans pitié. Un second assaillant tenta une frappe lâche par derrière. Sa pointe ne perça que le sol. La cible s'était déjà glissée et se tenait maintenant à ses côtés, se moquant de son timing maladroit avant de tracer une ligne nette sur son visage. Le voyou s'écrasa dans les airs pour heurter le sol violemment à la tête. Un choc parcourut le groupe. À juste titre, les étudiants de 2e année, même sans contrat, devraient surpasser les premières années en compétence et sang-froid. Pourtant, ces seniors paraissaient fragiles et lents, tandis que le nouveau venu se déplaçait avec une force mesurée qui laissait ceux qu'il touchait incapables de se tenir debout. Il fit face aux adversaires restants et déclara que quiconque perdrait son temps en bavardage serait écrasé le suivant. Le blond, voyant son équipe hésiter entre fuir et charger, aboya qu'il n'y avait rien à craindre car le nouveau venu n'était qu'un faible diplômant. Le jeune aux yeux rouges observa que le chef avait du cran, ce qui poussa le garçon plus âgé à se précipiter tête baissée. À mi-chemin, la lame effleura ses côtes. Il se figea, stupéfait d'avoir simplement tenu bon et encaissé le coup, puis la frappe suivante, donnée avec toute sa force, le fit tomber inconscient. Le vainqueur le gifla pour le réveiller, ouvrit sa paume pour souligner son propos, et exigea de savoir qui ils étaient et pourquoi ils avaient provoqué une bagarre sans raison.
Un jeune pâle portant des boucles d'oreilles admit que le plan avait été de casser le nez du recrue le mieux classé, rien de plus. Le nouveau se moqua de leur discours sur la loyauté, se détourna pour partir, mais fut rappelé par le petit arrogant qui l'avertit que s'il était dénoncé, il serait expulsé. Le combattant aux yeux rouges répondit qu'il s'en fichait. Bientôt, tout le monde saurait comment une bande d'élèves de 2e année avait essayé de battre un 1er année et avait perdu de façon honteuse. Si le blond voulait avoir quelque espoir d'intégrer une guilde, il ferait bien de méditer cette humiliation. Sur ces mots, le nouveau s'éloigna, laissant les aînés étalés et silencieux. À 8h28, Rockdale attendait près de son téléphone, impatient d'obtenir une confirmation. L'appel venait enfin de l'héritier Sunrise. Il demanda si la raclée promise avait bien eu lieu. Au lieu de cela, il n'entendit que le nom du contractant et un bref avis que le travail était abandonné avant que la communication ne se coupe. Pendant un instant, Rockdale resta abasourdi. Le blond lui conseilla d'éviter toute implication avec ce recrue aux yeux rouges à partir de ce moment. Le prétendant bouillonnait de rage, se demandant comment le plan avait pu échouer alors qu'il semblait si certain quelques heures plus tôt. Il a suggéré de déposer un rapport auprès de l'école, arguant que les ecchymoses visibles serviraient de preuve. Il a promis un sponsoring et une récompense si le facilitateur suivait le plan jusqu'au bout. Mais le garçon plus âgé conclut que même le soutien d'une maison puissante ne pouvait pas restaurer l'honneur perdu. Il termina l'appel, laissant Rockdale jurer et fracasser son téléphone. Son assistant observait dans un silence rigide. Il appelle à Yuria. Elle répondit qu'elle avait déjà exécuté ses instructions, mais que Dizra était loin et aurait besoin de temps pour arriver. La distance attisa davantage sa colère. Pendant ce temps, au Mexique, à l'Aria Academy, des corps jonchaient le sol d'entraînement. Au milieu des débris, un silence lourd régnait, seulement troublé par le léger bourdonnement des machines. Un combattant aux cheveux clairs se tenait debout parmi les tombés, vérifiant calmement un téléphone high-tech dans sa main. C'était le redouté Dizra Ventry. Le message de son frère lui disait d'aller en Corée pour s'occuper de quelqu'un nommé Kim Joo-yuk, et que la récompense était prête. La nouvelle lui procura une grande joie. Après son expulsion, il avait cru qu'il n'y avait pas de source facile de financement. Maintenant, un tournant inattendu promettait justement cela. Le lendemain, à 6 heures du soir, la grande salle d'entraînement de Valhalla résonnait des pas. Le jeune homme aux yeux rouges admirait le vaste espace et se préparait à courir jusqu'à ce que ses jambes brûlent. Une voix remit en question sa présence. Il se retourna et reconnut la silhouette aux cheveux gris, brasse dans l'épée scellée, apparaissant maintenant librement. La vue était surprenante. Pendant une seconde, il se demanda si l'autre avait réussi à s'échapper et s'il faudrait le repousser à nouveau dans la lame, mais le moment passa. Les pieds bien plantés, il s'étira et commença à interroger son vieil ennemi. Il demanda des informations sur l'épée devenue un artefact, comment elle avait fini stockée à Valhalla, et de quelle manière il s'était quitté de la salle de la constellation avec elle. Il exprima à voix haute son inquiétude que la véritable arme ait été échangée contre une copie presque parfaite. Le gris aux cheveux admit que, même privé de pouvoir, il pouvait toujours fabriquer de telles contrefaçons, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi ces étranges capacités persistaient. Une jeune fille aux cheveux argentés arriva, tandis qu'il continuait ses étirements. Elle demanda des leçons, mais il lui répondit que l'entraînement ne commencerait pas avec des lames. D'abord, son endurance devait être améliorée. Elle parut confuse, mais déterminée et accepta de faire tout ce qui serait nécessaire. Il lui ordonna de commencer à s'étirer immédiatement. Aussi basique que cela puisse paraître, une meilleure endurance lui permettrait d'absorber le mana plus efficacement et de le contrôler avec moins d'efforts. La méthode standard avait mis la charrue avant les bœufs. Malgré un réservoir profond d'énergie, elle avait l'endurance d'une novice avec une simple épée. Elle lui fit savoir qu'elle était prête. Il déclara que le vrai travail allait commencer immédiatement. Ils s'abattirent au sol pour des pompes, puis des squats, puis une série d'exercices du haut du corps réalisés avec une résolution sombre. Bientôt, elle s'effondra, haletante et épuisée, pour apprendre que ce n'était là que le début. Il lui ordonna d'arrêter de paresser sur le sol et de se lever immédiatement. Il devait encore courir 20 longs kilomètres autour du terrain. Le lendemain, dans la classe A de première année, il examina son état. Il jugea que son corps avait un excellent potentiel, bien que les cernes et son expression fatiguée à ses côtés témoignaient des effets de la veille au soir. L'instructeur appela au silence. Lilia, superviseur des monstres dimensionnels, annonça un simple examen écrit. Elle rappela à la classe qu'elle avait couvert les bases le premier jour et s'attendait à ce qu'ils aient étudié comment gérer chaque créature. L'épreuve commença. Les pages bruissaient, les esprits se concentraient. Même le stagiaire aux cheveux argentés semblait avoir du mal. L'étudiant aux yeux rouges la regardait comme si elle était une adversaire dangereuse, mesurant la manière dont elle gérait la pression. Lorsque le temps fut écoulé, Lilia vérifia sa montre élégante, termina la session et expliqua comment rendre les copies. Cette épreuve n'affecterait pas le classement général, mais permettrait de calibrer les compétences pour la leçon suivante. Elle ajouta que la semaine suivante, il commencerait la première séance officielle dans la salle de communication de combat virtuel,
puis renvoya la classe et sortit d'un pas vif. Il resta assis tranquillement, réfléchissant à ce qui allait suivre. La présence aux cheveux gris murmura une question sur sa méthode durant l'épreuve, et le jeune homme réalisa que l'autre l'avait observé. Celui qui était enfermé affirmait ne rien avoir d'autre à faire là-dedans et, sous pression pour obtenir des détails, déclara qu'il ne pouvait entendre que des imaginations concernant l'étudiant aux yeux rouges. La réponse à la manière dont le test avait été géré était simple. Les réponses étaient écrites telles qu'il les connaissait. L'observateur dit qu'il comprenait. Ailleurs, dans la salle des professeurs des premières années, l'examinateur bouillonnait de colère. Elle considérait que ces lignes succinctes que le garçon avait écrites n'étaient guère plus que des phrases inutiles. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles avaient tout de même été correctes. Kim Li-gun parcourait le couloir avec une tasse à la main lorsque des voix élevées lui parvinrent. À l'intérieur, l'examinateur avait l'air orageux. Il demanda s'il s'agissait des tests de sa classe et reçut un signe de tête sec. Elle exposa son plan pour préparer la leçon suivante, ajoutant que sous la simplicité apparente du test se trouvait une information utile. Comme on pouvait s'y attendre de la classe A, qui rassemblait des prodiges issus des grandes familles, les résultats étaient excellents. Il exprima une légère surprise, dit qu'il allait lui laisser la place, et recula dans le hall en sirotant sa tasse blanche. Un cri soudain le fit sursauter, et il s'étrangla avec sa boisson. L'enseignant était parvenu à une copie en particulier et était furieux. Il revint demander si le prodige n'avait même pas essayé. Elle lui montra la feuille et dit que le garçon s'était moqué de l'examen. Lilia déclara que cela ne resterait pas sans suite. Lors du cours suivant, elle afficherait chaque réponse et clarifierait que gérer les monstres n'était pas si simple. Une semaine plus tard, dans la salle de combat virtuelle, elle annonça que les tests avaient été notés. La plupart avaient très bien réussi, mais il y avait une mise en garde. Elle fit avancer l'étudiant aux yeux rouges. Il s'avança sans hésitation et se tint face à elle. Elle lui rendit une feuille couverte de marques rouges et déclara qu'il avait obtenu un 0, ce qui suggérait qu'il n'avait pas pris l'examen au sérieux. Il n'était pas d'accord, insistant sur le fait qu'il l'avait pris au sérieux. Elle commença par 2 de ses réponses. À la question sur la manière la plus efficace de gérer un gobelin de pierre, il avait écrit que la solution était de poignarder l'estomac. À la question sur 8 gobelins sauvages chargeants, il avait écrit que la solution était d'envoyer chacun en enfer, en commençant par le plus proche. Elle le fixa, stupéfaite qu'il n'ait même pas tenté de dissimuler cette audace. Une simple épée, dit-elle, ne suffirait jamais contre un gobelin de pierre. Elle doutait qu'il puisse maîtriser une telle créature. Il répliqua qu'il la terminerait d'un seul coup. Irritée par ce qui semblait être une vanité sans borne tout en sentant une confiance inébranlable, elle décida de lui donner une chance précise. Un rugissement résonna dans la chambre. Un gobelin de pierre se dressa devant la classe, sa présence destinée à intimider. Elle lui dit que s'il le tuait exactement comme il l'avait décrit, elle changerait sa note. Il posa son test sur la table de contrôle, choisit une seule épée sur le support, et avança. Le visage dentelé du gobelin se tordit, mais il était déjà en mouvement. Lilia savait qu'il avait autrefois abattu 120 gobelins, pourtant ceci était différent. Une simple épée ne devrait pas suffire contre la pierre. La créature poussa soudain un hurlement alors que des coups précis l'avaient déjà atteinte. Une fissure profonde s'ouvrit le long de sa tête. Une blessure béante se répandit sur son torse. Il laissa le mana affluer, jeta l'épée simple de côté, et termina le combat d'un seul coup net porté au ventre. Le monstre s'effondra. Cela n'avait demandé aucun effort réel. Une jeune fille ouvrit grand les yeux, impressionnée qu'il ait abattu un gobelin de pierre sans enchantement. Le blond costaud regardait en silence, stupéfait. Même Choi semblait étonné. Lilia expira et demanda comment il avait fait. Il répondit qu'il avait simplement frappé le ventre, ce qui la laissa plus perplexe qu'auparavant. À son avis, un épéiste devrait être au moins un contractant de classe A pour obtenir ce résultat avec seulement de l'acier, et pourtant il l'avait fait. Il demanda si sa réponse était donc correcte. Elle dit non, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une seule question et qu'il y en aurait d'autres à venir. Le sol commença à grincer et à se fendre. Un vaste tunnel s'ouvrit devant eux, noir et apparemment sans fin. Il demanda ce que c'était. Elle lui dit de se concentrer et de regarder devant. Un doux bruit de pas vint de l'obscurité. Des formes glissèrent dans la lumière. Elle expliqua que les gobelins enragés étaient difficiles à contrôler. La mauvaise approche pouvait déclencher un cri appelant d'autres de leur espèce. La méthode habituelle consistait à utiliser la magie pour les éliminer tous en une fois ou bien à fuir. Il pouvait en voir 3 devant lui, mais à chaque erreur, 5 de plus répondaient à l'appel. Même avec une bonne épée, cela serait difficile, et elle avait entendu dire que sa rapidité à l'arme n'était guère impressionnante. Il bougea néanmoins. Le premier coup fendit un front et mit les autres en fureur. Le ver resta méfiant, les dents découvertes, mais une seconde entaille fracassa sa bouche tordue et le fit tomber à genoux. L'enseignante regarda, impressionnée malgré elle, tandis qu'il notait que cela correspondait aussi à sa réponse à la deuxième question. Un autre jour, dans le centre d'entraînement de Valhalla, lui et Choi couraient côte à côte. Les compteurs du tapis roulant dépassaient largement les limites ordinaires.
Elle s'effondra la première, haletante sur le sol. Il la regarda en silence avec une lueur de sourire, puis demanda si son clan ne s'entraînait jamais à l'endurance, vu comment un simple exercice l'avait anéanti. Elle admit qu'elle ne se poussait pas de cette manière. Il demanda comment elle comptait combattre les horreurs avec cette approche. Elle répondit qu'elle emprunterait de la puissance grâce à sa constellation. Cela correspondait à ses attentes. Dans ces familles, la condition physique passait souvent après la dépendance à la magie. La force empruntée pouvait masquer de nombreuses faiblesses, mais les risques étaient sévères. Un labyrinthe ou un donjon pouvait supprimer la magie, de longs combats pouvaient épuiser le mana jusqu'à rien, et un gardien capricieux pouvait refuser de répondre. Après avoir pesé tout cela, il l'appela et lui demanda si le travail d'endurance lui semblait utile. Elle a dit oui, car il avait promis de lui enseigner l'escrime si elle le faisait. Cette honnêteté brute l'a pris au dépourvu, car c'était précisément son marché. Elle avait l'air confuse quand il l'a dit, puis elle a haussé les épaules. Ils ont terminé la séance et se sont préparés à aller en cours. Lorsqu'elle a demandé pourquoi il ne partait pas, il a expliqué qu'il prévoyait de faire une série de plus. Il l'a ensuite invité à le rejoindre. Un instant plus tard, il a changé d'avis et a abandonné l'idée. Elle a fait un signe d'au revoir et s'est dépêchée de sortir, le laissant seul sous une barre lourde. La présence aux cheveux gris a demandé si Choyin était vraiment le nom de la fille. Il l'a confirmé, et l'observateur a été impressionné qu'elle ait supporté le régime sans se plaindre. Il a expliqué qu'il avait accepté de l'entraîner seulement parce qu'elle avait harcelé sans relâche et qu'il ne lui avait jamais dit la vérité sur lui-même, bien qu'il soupçonnât qu'elle savait déjà, et ils ont tous deux trouvé remarquable qu'elle ait perçu sa force simplement en regardant, ce qui explique pourquoi elle partagerait certaines compétences. Un cliquetis métallique a attiré son attention. Un homme musclé faisait du développé couché avec des plaques colossales à proximité, la sueur coulant alors qu'il peinait à chaque répétition. Le lifté a remarqué le garçon aux yeux rouges et s'est arrêté. Les deux ont échangé un regard bref. Le nouveau venu a demandé depuis combien de temps l'homme était là. La réponse est venue facilement, depuis le début, car il aimait s'entraîner après les cours. Avec une excuse rapide, l'homme est parti. Le combattant aux yeux rouges considérait la stature et la mécanique de l'homme, la façon dont les articulations suivaient le mouvement, où la puissance se concentrait, l'économie de mouvement. La voix aux cheveux gris demanda pourquoi il s'y intéressait autant. Il répondit que ce haltérophile deviendrait probablement bien plus affûté que ses pairs qui ne s'entraînaient qu'à la magie. Il demanda ensuite ce que faisaient réellement ces constellations maudites. L'observateur avoua son incertitude. Le garçon se moqua de lui pour son si peu de savoir. La réponse vint avec une patience lasse. Même en tant que constellation, il avait été scellé pendant 3 siècles, isolé du reste. Si le garçon voulait des réponses, il devait accomplir la nouvelle mission inscrite sur le panneau système. Cette pensée s'imposa à lui tandis que la fenêtre translucide s'animait soudainement. Elle avertissait du centre de la grande forêt de Valhalla, demeure de Madagarona, et énumérait des précautions. Il se souvint de la leçon où cet endroit avait été présenté comme le site final de survie du premier semestre. Sans cette mission, il aurait pris ses affaires récupérées et serait parti, mais désormais la furtivité lui serait plus utile. L'observateur demanda ce qu'il pensait, et il se remémora l'embuscade récente, disant que s'il n'avait pas agi ainsi, sa tête aurait été écrasée comme celle de l'observateur l'avait été autrefois. En tout cas, il ne pouvait partir avant d'avoir terminé la mission, moment où les secrets de la réincarnation se révéleraient d'eux-mêmes. De l'autre côté de la mer, à Londres, un manoir sombre affichait de vieux tableaux le long de chaque mur. À une longue table étaient assis un homme et une femme. La femme, Adilia Ventric, vice-chef de la maison, demanda un rapport. L'homme déclara que la lecture du labyrinthe avait été résolue. Elle félicita le résultat et demanda ce qu'il y avait d'autre. Il dit qu'il avait l'intention de recruter plusieurs combattants capables rencontrés en chemin, y compris un survivant du clan des voleurs. Les autres étaient des contractants de classe A. Elle autorisa la bénédiction Ventric pour les candidats ayant réussi les tests de capacité. Il accepta de les organiser. Elle demanda si c'était tout. Il hésita, puis ajouta une nouvelle concernant Rogdil Ventric. Il avait entendu parler d'un incident récent et rapporta que Dizra avait été convoqué en Corée du Sud. La colère contracta le visage d'Adilia. Dizra Ventric était le vilain petit canard de la famille, le pire délinquant qu'ils aient produit. À 19 ans, il avait déjà tué 5 personnes à l'Académie britannique pour un différend futile. À 20 ans, il fut complètement exclu. Adilia réfléchit à la façon dont il s'était caché pendant des années et se dirigeait maintenant pour rencontrer Rogdil. Elle ordonna une surveillance constante des activités de Rogdil, reçut un acquiescement ferme et ajouta que le garçon arrogant devait être averti. Tout mouvement suspect entraînerait son expulsion immédiate de la maison. Le rapport terminé, le messager se retira et elle s'assit seule dans la vaste chambre. Le silence s'installa tandis qu'elle méditait sur ces imbéciles qui exerçaient un pouvoir qu'ils n'avaient pas mérité. Ce genre de capacité semblait au-delà de l'ordinaire. Sa chaise portait une devise gravée proclamant que tout existait pour une seule personne, et qu'en fin de compte tous les dons lui étaient destinés. Cherchant à confirmer cette croyance,
Elle leva les yeux vers l'étrange peinture de leur constellation gardienne accrochée au mur. De retour à Valhalla, une leçon se transforma en cours de langue. Le professeur expliqua comment le mot malfaiteur s'était enraciné dans la société moderne pour décrire ceux qui déformaient le pouvoir des constellations à des fins maléfiques. Ces criminels agissaient seuls ou en groupe, et parmi les organisations, la plus notoire était connue sous le nom de Hongo. Pendant que la conférence s'éternisait, l'étudiant aux yeux rouges réfléchissait à la façon dont l'entraînement de son corps le faisait se sentir plus fort, et comment son contrôle du mana, bien que loin d'être prodigieux, s'était amélioré depuis sa renaissance. Pourtant, quelque chose clochait. Ce premier jour, même une seule circulation avait failli le briser, car son mana lui semblait en dessous de la moyenne. Son corps était si faible qu'un peu d'effort le laissait évanoui. Même un réceptacle faible n'aurait pas dû se détériorer à ce point. Ce qui s'était passé appartenait au passé. Il ne servait à rien de broyer du noir maintenant. Le bout d'un doigt tapota son bureau. Calmement, il leva les yeux pour trouver une fille de la famille YO. Elle déposa un mot froissé, un grand salut amical griffonné dessus. Il se demanda de quoi il s'agissait. Peu après, Kim Li-gun annonça que les congés du week-end seraient permis sur demande séparée. La leçon se termina sur cette simple note. Le garçon aux yeux rouges considéra la chance de quitter le campus, remplit un passeport du samedi avec un prétexte futile, et le soumit. La présence aux cheveux gris exprima sa surprise et demanda où il comptait aller. Avant qu'il ne puisse répondre, une petite fille portant une tiare intervint. Ils échangèrent quelques mots à propos de la matinée. Il avait même répondu courtoisement à sa note précédente, bien qu'elle n'eût pas répondu. Il la pressa de parler vite. Il avait des formulaires à remplir et peu de temps. Elle bégaya, trébuchant sur ses mots, ce qui épuisa sa patience. Il la traita de ridicule et lui dit de hocher la tête si elle ne pouvait pas parler. La colère jaillit devant l'insulte, et elle demanda pourquoi il avait dit cela. Il répliqua que provoquer les gens sans raison semblait être son habitude, puis redemanda ce qu'elle voulait. Elle se souvint l'avoir vu combattre ce dur et laid gobelin de pierre, impressionnée qu'il n'ait utilisé qu'une épée, sans magie, un résultat différent de tout ce qui figurait dans leurs livres. Elle était venue demander comment il avait fait, mais la fierté fit que la question resta coincée dans sa gorge. Au moment où elle prit une inspiration, l'examinateur arriva et posa la question même qu'elle s'apprêtait à poser. La femme aux cheveux gris, aux yeux vifs derrière ses lunettes, voulait connaître sa méthode. Il se demanda d'où provenait cette instructrice excitée et demanda pourquoi elle s'immisçait si elle ne l'aimait pas. Elle cligna des yeux, confuse, et il reformula son propos, demandant si elle en voulait à ce qu'on l'ait embarrassée en classe. Elle a dit que cela n'avait pas d'importance, car elle avait cru qu'il n'y avait qu'une seule façon de tuer de tels monstres, et il avait démontré le contraire. Elle voulait que tout soit expliqué et demanda s'il accepterait d'être son assistant. Il refusa, disant qu'il devait soumettre sa demande de congé. Elle essaya tous les arguments possibles, mais il resta inflexible, et ils partirent ensemble, laissant la fille portant la tiare seule. Pendant un instant, la plus jeune resta dans le couloir, rejouant les paroles enthousiastes de l'enseignant. La confusion se dissipa alors qu'elle prenait une respiration pour se calmer, laissant partir la douleur de l'humiliation et décidant qu'elle n'en avait pas besoin. Le jour suivant, la jeune personne aux yeux rouges fixait devant lui quelque chose d'immense. Une marque gigantesque avait enfin été révélée. Dans l'immense dortoir, il était assis devant un moniteur lumineux pendant que le surveillant aux cheveux gris lui demandait ce qu'il cherchait. Il répondit qu'il avait besoin de détails sur la destination du lendemain. L'objectif était simple, trouver un lieu pour vendre un trésor issu de la chambre forte. Il avait localisé une option prometteuse. Elle se trouvait sur son téléphone. Un marché virtuel qui acceptait presque tout contre une commission. D'après ce qu'il avait rassemblé, un gardien connu sous le nom de souverain secret se tenait derrière ce système. Des figures de haut rang appuyaient ouvertement cet outil, et malgré son illégalité, les gouvernements gardaient leur distance. Cela rendait l'entrée presque ridiculement facile une fois que l'on savait comment frapper. Il parcourut rapidement quelques tutoriels et remarqua un lien enterré dans une discussion de commentaires. Des messages arrivèrent de Choyin, un défilé d'icônes lapins pleurant. Elle annonça qu'elle manquerait l'entraînement du lendemain matin. Il répondit qu'il avait aussi un engagement et envoya quelques rires entre les lignes, ce qui la laissa confuse. Il précisa qu'il lui souhaitait un bon voyage et lui demanda de modérer les émojis. Son attention revint à la réservation d'un créneau. Après un tapotement suspect, il enfila un sweat à capuche sombre, remonta la capuche et se glissa dans la nuit. Le lieu se trouvait à proximité, un vieux café avec une porte en bois cabossé et le chaos à l'intérieur. Il passa doucement, prit le couloir de droite comme indiqué, et ouvrit une porte grise donnant sur une autre pièce. Au-delà s'étendait le marché noir, aussi grand que la rumeur le prétendait. Dehors, la lune brillait haut. À l'intérieur, le ciel avait une teinte violette profonde qui rappelait des souvenirs. Les nuages et la lumière correspondaient à une nuit d'il y a 3 siècles. Un homme en noir à l'air jovial s'approcha et demanda si c'était sa première visite. La veste en cuir semblait familière. Sans doute l'employé mentionné dans les publications. L'homme confirma et énuméra les règles.
Le nouveau savait déjà les bases. Il tendit un épais paquet de billets et reçut un remerciement rapide, puis demanda où vendre des bijoux directement plutôt que de les confier à une vente aux enchères. Le guide le dirigea vers le 3e district, où les marchands achètent presque tout. Quant à qui faire confiance, le nom à retenir était Maurice, réputé pour offrir les meilleurs prix. Des indications suivirent. Un dernier conseil, porter un masque. Étant donné la nature de ce commerce, la plupart des gens se couvraient le visage. Un simple masque noir était fourni gratuitement avec les frais. Il remercia l'homme et poursuivit son chemin. Dans le 3e district, une silhouette masquée de blanc examinait un diamant étincelant. Le nouveau venu s'approcha et demanda si c'était Maurice. La confirmation vint rapidement. Le vendeur déclara qu'il possédait des marchandises précieuses. L'acheteur répondit que, si ce n'était que de l'or ou des bijoux, l'évaluation serait rapide. Un grand sac à dos s'ouvrit. Un lourd sac noir tomba sur le comptoir. La demande était simple, acheter ce qui se trouvait à l'intérieur. Maurice sortit une bague et la fit tourner sous la lumière. La surprise s'entendit dans sa voix alors qu'il examinait le travail. La pièce n'était pas un simple ornement, mais un artefact rare de l'époque de la destruction. La bague était indéniablement ancienne et précieuse, brillant de valeur quel que soit l'angle. Maurice inspecta le reste du sac et trouva plusieurs autres artefacts brillants, tous indubitablement de la même ère oubliée. Alors qu'il admirait ces trésors, une voix calme l'interrompit, demandant combien il offrirait pour l'intégralité de la collection. Le marchand se figea. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il avoir rassemblé de tels trésors rares? Il commença à s'enquérir de leur origine, mais le garçon lui rappela qu'en ce lieu, ces questions ne devraient pas être posées. Prenant conscience de son erreur, Maurice s'excusa rapidement, craignant que sa réputation d'équité ne soit compromise. Il admit qu'il ne pouvait pas donner un prix complet, car il s'agissait d'artefacts de l'époque de la destruction, trop précieux pour qu'il les achète en totalité, et il manquait de ressources pour en couvrir tous les coûts. Le vendeur demanda où il pourrait recevoir une évaluation adéquate. Maurice l'orienta vers la grande salle des enchères, expliquant qu'une vente appropriée là-bas rapporterait un prix juste. Lorsqu'on lui demanda combien de temps cela prendrait, il répondit que l'attente était généralement de 2 à 3 semaines, car beaucoup d'autres avaient déjà réservé leur place. Le garçon soupira, frustré par de tels délais, puis demanda une estimation de la valeur. Le marchand hésita, puis sortit son téléphone et montra un chiffre. Le jeune homme fut stupéfait par le nombre de zéros qui remplissaient l'écran. Ces reliques avaient coûté cher même des siècles auparavant, et maintenant il voyait à quel point il avait eu raison de les préserver. Il demanda quelle part Maurice pouvait payer immédiatement. L'homme répondit que même s'il vendait tout ce qu'il possédait, il ne pourrait couvrir qu'environ les 3/4 du montant. Après une brève pause, le garçon accepta la proposition. Maurice resta stupéfait, se demandant si ce vendeur intrépide savait ce qu'il venait de laisser filer. Les artefacts de cette époque possédaient une valeur dépassant leur ancienneté. Ils résonnaient avec les constellations, qui n'étaient apparues qu'après l'ère de la destruction. Avec de tels objets, même une personne sans pouvoir pouvait former un lien avec une étoile puissante. Tenant à nouveau la bague, Maurice admira son parfait flux de mana. L'énergie ancienne pulsait encore à l'intérieur, preuve évidente de son authenticité. Souriant de satisfaction, il rangea les trésors dans le même sac noir. C'était son jour de chance. Mais soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Un homme vêtu de noir se tenait devant lui, un masque terrifiant couvrant son visage. Ailleurs, le garçon poussa une lourde porte et sortit, arrachant son masque étouffant avec soulagement. L'endroit ressemblait au café où il était entré pour la première fois. Consultant son téléphone, il passa en revue la transaction. Ses soucis financiers étaient terminés. Il sourit de la fortune gagnée avec seulement 8 bagues, sachant que beaucoup d'autres l'attendaient encore dans ses coffres. Mais avant qu'il ne puisse savourer cette pensée, une notification apparut. C'était un appel d'un numéro inconnu. Il répondit sans hésiter. Une voix féminine l'accueillit chaleureusement, l'invitant à un repas. Lorsqu'il demanda comment elle avait obtenu son numéro, elle expliqua rapidement qu'elle était enseignante à Valhalla, puis lui donna des indications avant de raccrocher brusquement. Irrité, il marmonna qu'elle ne lui laissait pas le choix, mais décida d'y aller quand même. Si cette idiote était prête à payer, il ne refuserait pas un dîner gratuit. De retour dans le 3e district, Maurice rassembla son courage et demanda à la silhouette masquée pourquoi elle était apparue. L'homme demanda si leur relation était vraiment si mauvaise. Maurice expliqua qu'un commerçant ordinaire ne pouvait tout simplement pas parler avec le maître du marché, même s'ils s'étaient déjà croisés. Mais la silhouette au masque noir n'était pas un homme ordinaire. Il était le chat noir, le véritable propriétaire des lieux. Il a ri en disant qu'il admirait Maurice pour le traiter avec autant de simplicité. Maurice a demandé pourquoi il était venu. Le chat noir expliqua que ce n'était rien de majeur, seulement que l'apparition soudaine du marchand à une vente aux enchères après une si longue absence semblait inhabituelle. Maurice commenta que l'anonymat de l'inscription semblait fragile. Le chat noir révéla alors la vérité. Le véritable propriétaire était une constellation capable d'accéder à n'importe quel détail à volonté.
Il demanda à voir les objets listés. Maurice obéit, jetant le sac sur la table. Le chat noir examina les reliques en silence, profondément pensif, avant de murmurer à propos de leur immense valeur. Maurice fronça les sourcils, confus par ces paroles. Soudain, un paneau apparut en un éclair. Le message se répétait sans cesse. Une constellation observe avec effroi. Le chat noir s'immobilisa, réalisant aussitôt que l'étoile au-delà du voile désirait désespérément la bague. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manois.